Vous disais, on va parler des navires de servitude. Comme vous le savez, dans le cadre de l'installation de parcs EMR, ce sont des éléments qui ne sont pas sans incidence sur l'impact et la mise en œuvre de tels projets. Je pense que Francis va nous le rappeler, il y a un impact bien évidemment financier. Les navires de servitude sont étroitement liés à tout ce qui est toutes les opérations de maintenance et bien évidemment elles se traduisent en coûts financiers qui viennent impacter le coût global de ce type d'installation. Mais parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi un coût environnemental à ce type d'intervention et d'usage des navires de servitude. Et ce sera également des éléments qui vous seront présentés ou appréhendés, notamment par l'intermédiaire des différentes sources de carburant mobilisable ou d'énergie mobilisable dans le cadre de tels navires. Donc, maintenant que je vous ai donné quelques éléments de contexte vous exprimant ce dont nous allons parler, ce que je vous propose, c'est de laisser la main à Monsieur Francis Van Oesten, qui va vous expliquer donc les grands critères de choix des navires de servitude. Et Francis, j'ai envie de dire à C'est toi de parti. jouer. Donc, Merci tu as la main Philippe. sur le défilement. Merci. Donc Je t'en prie. bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous présenter ce retour d'expérience en matière de CTV. Ce sont des tout petits bateaux, n'est-ce pas? Ils sont petits, mais ils ont tout d'un grand et ils ont des niveaux technologiques qui sont très très intéressants. Et ils génèrent des interrogations sur le plan technologique avec des conséquences très importantes et pour lesquelles il est parfois assez difficile de répondre de façon pertinente. L'école centrale a décidé de me donner la parole en la matière. Je suis très 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 heureux. J'espère que je ne vais pas vous décevoir. Le CTV dans l'offshore éolien, euh, on est obligé d'aller chercher de l'information amont pour prendre les bonnes décisions, hein. Donc, on va essayer de s'intéresser assez rapidement de l'évolution des champs, l'évolution des turbines, les différents navires, puisque ce petit navire travaille au service des autres. Donc, l'évolution des gros navires a un impact sur les aptitudes qu'on demande au CTV, les critères de choix, conception de coque, système de propulsion, cas particulier de l'IPS Volvo, des solutions full électriques, parce que finalement, on travaille au service des fournisseurs d'électricité. Ils ont quand même un poids à ne pas négliger dans leur démarche de verdissement. Les fuels du futur, on fera une approche critique, mais pas une approche qualité, puisque je pense que vous en connaissez autant que moi en la matière. Des Excuse-moi, éléments. Francis, je me permets de t'interrompre. Pour être Ouais, sûr, te rapprocher un peu de ton micro. Nos participants nous disent qu'ils ont un peu de mal à t'entendre. C'est vrai que je suis un peu ouais, loin. ouais, Moi, j'ai mis c'est le volume à c'est fond, mais je pense c'est si tu bien pouvais te mieux. rapprocher un petit peu. C'est mieux comme ça? C'est mieux, là, oui. Merci, ouais. Et n'hésite Des pas à parler exemples, fort. Merci. des exemples, parce que j'ai sélectionné quelques exemples pour montrer qu'aujourd'hui, technologiquement, tout est possible. Le refit, parce que le refit, c'est un indicateur intéressant. Le nouveau système, là, en place depuis très peu de temps, le système de charge en mer, et puis une conclusion qui sera très rapide. La production énergétique éolienne, bon, ben, c'est des courbes, vous les connaissez, elles sont toutes à la hausse. Pourquoi c'est intéressant de regarder rapidement? Parce que ça motive l'investissement. Euh, on perd pas de vue ce qu'on avait fait en 91 parce que c'est pas du tout une génération spontanée, tout ça. Il avait fallu oser. En 91, on a planté des petites éoliennes à 2,5 km de la côte. Ça aussi, faut pas le perdre de vue. Cette phase de recherche, finalement, elle a donné satisfaction puisqu'on a réussi à motiver les politiques. Et dans les années 2000, on commence à se poser la question, est-ce que finalement l'éolien, et en particulier l'éolien offshore, n'est pas une solution intéressante pour verdir le marché de l'énergie. On commence à parler navires. Pourquoi on parle navire? Parce que les tout premiers, c'était jamais que des chalutiers qui avaient été transformés. Bon, transformer un chalutier, c'était intéressant, surtout si le pêcheur gardait son job, parfois dans des relations assez compliquées, dans des lieux plus ou moins hostiles.
Et on a fini par développer des bateaux, ben, on a essayé des bateaux de plus en plus adaptés, puisque la définition des besoins se faisait de plus en plus précise. 2011, oui, 2010-2011, l'offshore commence à se faire une toute petite place et intervient dans les pourcentages de production. 2012-2017, bon, on travaille sur le coût du kilowatt en compétition avec toutes les énergies et les navires sont polyvalents. On demande de plus en plus aux navires et on est dans des phases OM, c'est-à-dire opération et maintenance, ce qui est quand même des missions différentes des phases de construction. 2018, c'est-à-dire de façon tout à fait récente, hein, il y a une globalisation. La globalisation de la production fait qu'il y a une globalisation des interventions et les grandes compagnies interviennent partout, partout dans le monde. Donc avec des bateaux qui doivent être capables de répondre à beaucoup de contraintes, voire des contraintes locales. Et c'est un critère excessivement important aujourd'hui. On est dans à partir de 2018, on est dans le boom de l'offshore flottant. Les nouvelles installations, bah écoutez, en 2012, à l'offshore, c'est des pics, c'est des inversements de tendance. Et aujourd'hui, le pourcentage offshore des nouvelles interventions, des nouvelles installations, c'est du plus 9%. Donc c'est conséquent et avec une quantité de gigawatts qui est toujours revue à la hausse. Donc il y a énormément de travail en la matière. En 2023, qu'est-ce qu'on peut dire en 2023? C'est qu'on se donne sur 5 ans un objectif à 2018. Et vous voyez que la part de l'éolien, si on partage entre le onshore et le offshore, on voit que le offshore est en train de prendre du poids et on parle de quelque chose comme 37 sur 145 alignés pour un total de 182 en gigawatts. Donc c'est colossal. Et si c'est colossal, on verra qu'il y a des raisons qui font que les contraintes, elles deviennent, dans certains cas, elles deviennent également colossales. Le marché de l'offshore mondial, est-ce qu'à objectif 5 ans, c'est suffisant pour se donner des profils de choix? Si on prend la part qui nous intéresse, puisqu'on travaille dans le hub, dans le local chez nous, c'est-à-dire Europe, Europe du Nord, oui, il y a d'énormes constructions et ce côté leader est à peine remis en cause, hein. Vous voyez qu'il y a des augmentations de 44% juste en face, hein. Royaume-Uni, 15% en Allemagne, 11% en Pologne, 8% aux Pays-Bas et la France, elle tire son épingle du jeu avec du 5%, du 6% pardon, et 5% pour le Danemark. Donc on aura besoin de bateaux, les bateaux sont au travail et on aura bien sûr de la construction neuve. Alors l'évolution des champs, elle impacte directement les profils navires, hein, les profils, entre autres les profils CTV. Les parcs éoliens sont de plus en plus grands. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils occupent des surfaces de plus en plus importantes. Ils sont de plus en plus loin de la côte. Véritable inflation. Ils sont en eau de plus en plus profonde, donc on voit apparaître des nouvelles techniques, compétition entre le planté et le flottant. Et conséquence pour le CTV, ils sont de plus en plus exposés. Alors bien sûr que les matériels ont fait des progrès énormes en matière de fiabilité, et si je résume, devraient tomber en panne moins souvent. Les nouveaux concepts de navires à l'offshore ont une place parce qu'il va falloir répondre à des contraintes du type contraintes environnement, contraintes nautiques, qui qui débouchent forcément sur des solutions technologiques. C'est une véritable tendance. Bien sûr il y a beaucoup de machines sur les champs parce qu'ils sont plus larges, des machines beaucoup plus puissantes et donc des interventions qui demandent d'être plus rapides. On verra ça un petit peu plus loin. Toujours dans l'évolution des champs, bon, je vous ai mis pour rappel, le premier champ 91, c'était 5 mégawatts, hein, c'était une quinzaine de petites machines.
Le record le plus puissant actuellement, c'est le Hornsey dans les phases 1 et 2 qui sont en face en Angleterre. On est sur des machines de 7 à 8 mégas. Il a quand même fallu en planter 174 et 165. Ça veut dire qu'il y a un énorme travail pour les CTV pour tourner autour de ces très très nombreuses machines. Et ce qu'il y a d'intéressant pour le CTV, c'est de prendre en compte que ce sont des champs éloignés à plus de 100 km de la côte, 140 km. Le deuxième champ que j'ai retenu pour vous montrer, toujours pour se donner des ordres de glissement, des ordres de nouvelles tendances, le Hornsey 3, il explose complètement la puissance installée, le nombre de machines, la puissance de chacune des machines, et on constate qu'il s'écarte encore de la côte, 160, 160 km. Dogger Bank, alors lui, Dogger Bank, toujours en Angleterre, hein, c'est toujours localement un énorme producteur, énorme consommateur de CTV, donc à suivre de très très près. On sera à 130 km de la côte avec des grosses machines, les plus grosses actuelles qui produisent, hein, qui sont plantées et qui produisent de chez General Electric. Donc l'inflation, elle est forte, forcément que le CTV va devoir l'intégrer. Le CTV est un élément qui joue son rôle dans un environnement orienté bien sûr à la réduction des coûts. Quand on parle CTV, on ne peut pas l'ignorer. Comment est-ce que les marchands d'électricité offshore, sur quel levier est-ce qu'ils interviennent pour réduire les coûts? Alors je vous l'ai dit, les sites sont plus grands, les turbines sont plus grandes et plus puissantes. Tous les composants de la chaîne, tous, sont dans la même logique avec une réduction de coûts. On installe plus vite, cycle d'installation plus court, on doit produire plus vite, réduction des coûts d'exploitation et de maintenance, et la logistique a fait d'énormes progrès et participe à cette réduction de coûts. L'évolution des turbines, on l'a dit, elles ne font qu'augmenter. Pour vous donner une idée, trois chiffres, en 91, c'était du kilowatt. En 2012, c'est du mégawatt. Et en 2014, on est à 14, 18 mégawatts, des machines excessivement hautes, excessivement lourdes. Si on essaie de savoir combien pèse la nacelle, bon, on fait des nuages de points pour essayer de trouver des formules. Les nacelles, elles commencent à peser très très lourd et elles sont excessivement grandes, hautes, donc difficiles à planter, difficiles à remorquer. Donc on est dans une logique de, je dirais, d'augmentation des difficultés auxquelles les technologies sont obligées de répondre. Si on prend les plus grandes aujourd'hui, elles sont chinoises. Euh, un élément particulier, c'est qu'on est sur des concepts flexibles sur lesquels on peut adapter une taille de pale en fonction localement d'une ressource et on joue avec les puissances produites. Il faut savoir que on travaille sur des machines en projet on va jusqu'à 26 mégas et ne perdons pas de vue que quand on passe de 18 à 26 mégas, pour la même puissance de champ, on plantera 30% de machines en moins. C'est quand même énorme. Et le LCE du kilowatt produit sera réduit de 10%. Donc forcément que cette tendance, il n'y a pas vraiment pour l'instant de raison d'imaginer qu'elle s'inverse. Je vous ai mis les compétitions de coûts dans ce marché du kilowatt et on voit que l'éolien, avec les beaux efforts qu'il a été capable de produire, l'éolien offshore, s'aligne de façon compétitive. Bon, bien sûr que le but final, c'est 2050. 2050, c'est 2000 gigawatts. On serait à 2 Tera pour les net zéro, qui sont la grande ambition et à laquelle c'est excessivement motivant de participer. Fort de ces indications, tant marché que besoin, et que réponse
des grands fournisseurs, des grands producteurs d'électricité offshore, eh bien, les outils marins qui permettent de réaliser tout ça, c'est différents navires. Alors bien sûr, tout à fait en début, en début de chantier, c'est les survey vessels, les navires qui travaillent sur les fondations, les tireurs de câbles, les WTI vessels, les SOV vessels, et puis bien sûr, celui dont on va parler un peu plus précisément, c'est le CTV. Alors pourquoi j'ai mis tous ces bateaux? C'est parce que la définition du besoin du CTV dépend, par exemple, du type d'éolienne, si c'est une éolienne plantée ou une éolienne flottante, et ensuite dépend du type de SOV. Les SOV mériteraient aussi un webinar. Les SOV sont en train d'évoluer. Ils évoluent en taille, ils évoluent en capacité d'accueil, ils évoluent en durée d'hôtelling à la mer, ils évoluent en polyvalence et en concept, un seul SOV sur zone ou plusieurs SOV sur zone. Donc, il y a une notion de comment je pourrais dire ça, d'offre de service qui peut se superposer à du service strictement réservé aujourd'hui aux CTV. Est-ce que les CTV peuvent devenir navires-mers et dispatcher du personnel avec des mini-CTV embarqués? Il y a cette tendance qui arrive. Et donc, il faut impérativement, quand vous travaillez sur une définition CTV, il faut bien sûr regarder l'environnement immédiat, mais nautique cette fois-ci, et les navires qui sont en concurrence de fonction sur le champ. Critères de choix du CTV, on va essayer de se renseigner, on va s'intéresser sur ce qui se passe dans le courtage maritime, quels sont les bateaux quels sont les profils des bateaux écartés du service, que demandent les donneurs d'ordre, euh, les constructions neuves, puisque les chantiers font le même travail de réflexion pour rester dans une offre tendance. Les designers, oui, ces petits bateaux sollicitent les meilleurs cabinets d'architecture et c'est un design pointu. Ils n'ont rien à envier aux gros bateaux. Quelle est la tendance refit? Comment est-ce qu'elle est orientée? Au bout de combien de temps on fait un refit sur un CTV et quel type de refit? C'est intéressant, les différentes réglementations. Alors, on a des points clés qui sont des points métiers, on peut dire des points job. C'est bien sûr sur un CTV, il a des défenses, des grosses défenses, des défenses avant et des défenses de coin avant. Euh, Ce sera un élément déterminant. C'est de la défense adaptée au type de turbine à servir. Donc, on demande beaucoup de flexibilité en la matière. Ça, c'est pour faire du bot landing. Le CTV, on va également lui confier du chargement. Donc, il aura un cargo deck. Le cargo deck, il s'est développé tout doucement et il est devenu conforme à un standard conteneur, ce qui n'existait pas avant, avec des possibilités de saisissage faciles, sûres. Et l'évolution, actuellement, on verra du 10, du 20, voire du 40, spécialement pour le cargo. Quand le CTV est apte à un bot landing et est capable d'emmener un peu de cargaison, un peu de marchandises, un peu d'équipement, il emmène aussi des passagers, des PAX. Alors, il faut faire la différence entre technicien et PAX par rapport aux différents codes et réglementations. Bon, longtemps, le 12 PAX avait sa place. Maintenant, on parle bien sûr de 24 PAX sous le pont passerelle, dans des équipements les plus confortables possibles. On verra pourquoi. Une grue. Le CTV doit être autonome en termes de manutention, donc ils sont équipés de petites grues dont la manipulation est assez délicate à la mer, mais puissance portée avec une tendance à la hausse actuellement, hein. On dépasse la tonne et on dépasse les 10 mètres. Un système de transfert, certains sont équipés de systèmes de transfert euh, sur l'avant des ponts, un peu plus compliqué que sur le flash deck. Ça s'est pas spécialement développé, mais j'en ai vu quelques-uns.
Et la passerelle de navigation, bon, elle, on se tourne, bien sûr, elle est en haut, elle est au-dessus du pont, visibilité la meilleure possible. On tourne maintenant à du 360 degrés et on fait la chasse au secteur aveugle. Oula. Si on observe le courtage, j'ai pris rapidement une quinzaine de bateaux qui sont en attente de job, hein. La moyenne d'âge, elle était de 2012. D'accord, c'est donc des bateaux qui ont 14 ans. Donc, il faut se poser la question sur ce genre d'éléments. Sur les 15 coques, il y en avait 14 qui étaient à 12 pax. Une seule était à capacité de 24. Donc là aussi, la tendance à la capacité passager est un élément aujourd'hui qui est tiré à la hausse. Le type de propulsion, il y avait 9 jets, ce qui n'est pas... pour l'époque, hein, comparé à la moyenne d'âge de 2012, c'est vraiment une sélection de jets. Il y en aurait eu, il y en aurait eu un peu moins, j'aurais trouvé ça à l'image du marché de l'époque. Il y a une controllable pitch à pas variable et il y a 6 propulsions à hélice fixe. Ce rapport sur 2020-2024 est en train d'évoluer complètement. Le refit, parmi les 15 bateaux qui sont en stand-by et qui ont été sélectionnés, il y en a 4 qui ont subi des refits. C'était des refits Tier 3 essentiellement. Voilà les indicateurs sur un œil rapide côté courtage. Maintenant, si on va sur les constructions neuves pour voir ce que font les chantiers spécialisés, j'ai pris deux photos comme ça qui vous montrent le Strat 4 qui est très très connu du marché, qui est un 27 mètres, les Hydro 4, les Win 4 qui sont bien connus, qui ont évolué du MK3 jusqu'au MK5. Là, on vient de mettre une définition technique du MK5 H2 hydrogène qui aussi est un élément de tendance. La coque. Alors voilà. Est-ce qu'il existe une coque idéale? De toute façon, la réponse, la coque, elle est fonction du champ éolien sur lequel le bateau va travailler. Et ils ne sont pas tous les champs ne se ressemblent pas. Donc c'est un pari technologique. La coque, elle sera fonction de la distance à la coque, de la distance à la côte et de la distance au port. Parce qu'en fonction de ça, on va devoir définir des durées et donc des vitesses. L'environnement, la coque, c'est l'élément critère de choix, c'est la résistance à la levée 1,25 m. C'était admis qu'on travaillait jusqu'à des levées de vagues de 1,25 m. On est allé maintenant au creux de 1,75 m. Et il existe technologies qui permettent, on en parlera un tout petit peu plus loin, c'est un clin d'œil technologique allemand, travailler avec des levées de 2,10 m. Bon, la coque, elle dépend de la ligne de charge. Les bateaux grossissent, les bateaux transportent de plus en plus en cargo et et en fuel, et donc la jauge ne fait qu'augmenter. Donc les choix de coque vont être impactés par ces éléments directement en relation avec le type de champ. Les profils d'opération, qui sont les vitesses de transit, les durées de transit, les durées et fréquences de transfert de techniciens, et bien sûr, un élément excessivement important, c'est le confort des passagers et des techniciens. Ça ne sert à rien de transporter des techniciens, de les rendre malades et de constater au pied de après après 1 heure de traversée, 2 heures de traversée, de constater que les gens sont inaptes à monter sur l'éolienne et à satisfaire leur mission. Donc, il y a un énorme travail en matière de confort de la part des cabinets d'architecture d'aval actuels. La coque, elle est également type des opérations, un début de chantier ou de l'OM pur, c'est pas du tout les mêmes fonctions. Est-ce que vous allez demander des opérations de soudage? Est-ce que vous allez demander du ship to ship? Est-ce que vous ferez davantage de transfert de tech ou plutôt du technicien et de la cargo? L'aptitude de la coque pour l'ensemble de ces options sera à prendre en compte.
De toute façon, les éléments communs de cette structure de coque, de ce design, c'est aujourd'hui une optimisation en termes d'efficacité énergétique, la meilleure tenue à la mer. Si on prend les constructions neuves, la taille permet de rester dans du kata en aluminium marine. Par contre, le pont cargo, avec la capacité d'emport technicien qui augmente, les volumes de roof qui augmentent, on observe que les ponts cargo ont tendance à rester à l'avant du bateau et le pont cargo arrière a tendance à disparaître. Donc on serait plutôt sur les gros bateaux, on appellerait ça des roofs arrière, des châteaux arrière. Ce cargo deck, pour emmener de la cargaison ou des équipements, bah, il ne fait qu'augmenter, hein. Je vous parle par exemple ici de 110 mètres carrés de surface de pont, 67 tonnes de capacité. Un standard qui accepte, qui est prévu pour embarquer des conteneurs, des 10, des 20, des 40. Les petites grues ben, dont la puissance augmente. Et puis 400 litres minimum sur des distances, des longueurs de pipe de 45 mètres pour du transfert fuel. Je vous l'ai dit, le aft a tendance à disparaître. Qu'est-ce qu'on voit arriver d'un peu récent en la matière? C'est l'arrivée de capacités électriques pour brancher des reefers sur le pont. Alors, si vous plantez de la prise reefer sur le pont, bien sûr que la production électrique du navire va devoir pouvoir y répondre et on aura des puissances d'auxiliaires supérieures. Les techniciens, les techniciens, la capacité en technicien, bien sûr qu'elle augmente. On va jusqu'à 32 et avec des équipages qui augmentent, hein. Les gros CTV aujourd'hui vont jusqu'à 9, 9 marins, 9 crew members. Et donc, c'est un nouveau métier pour les armements. Ce sont des nouvelles responsabilités pour les armements de CTV. Les tendances à la coque, on a dit oui, on va travailler sur des solutions d'optimisation de confort. J'ai pris un bateau tout à fait nouvelle tendance qui vient de sortir pour travailler en Baltique. C'est un bateau qui retient le principe kata, qui est un kata articulé. Il est articulé en option passif-actif en fonction en fonction de la météo. Donc c'est ce bateau-là qui donne une aptitude à travailler jusqu'à 2,10 m de levée. Et là où il est assez surprenant, c'est que l'énergie d'amortissement est transformée en énergie électrique. Et cette énergie électrique est récupérée pour chauffer le pont, pour déglacer les ponts en hiver. Donc vous voyez, c'est une première avec des options technologiques qui continueront de se développer en la matière. C'est assez intéressant. Donc là, on voit quand même que la notion confort, elle est en train de prendre beaucoup de poids. Euh, Autant, est-ce qu'on peut imaginer 15 minutes à la mer dans de mauvaises conditions, ça reste imaginable. Et 1 heure, 2 heures, quand vous avez 100, 120 km à faire, ça devient un véritable problème. Maintenant, si on parle propulsion, on vient du diesel mécanique, hein, c'était la majorité, c'était même la majorité avec des hélices à pales fixes, c'était tout à fait simple. Le diesel électrique est arrivé avec tous les avantages qu'il représente, que vous connaissez. Et on est arrivé à l'hybridation électrique. Cette hybridation, elle est de plus en plus courante sur les constructions neuves. C'est vraiment une orientation marché aujourd'hui parce que les donneurs d'ordre sont de plus en plus orientés en termes d'impact environnemental de l'activité CTV sur les champs et ça devient de plus en plus courant. Alors on verra qu'il y a différents systèmes en la matière. Et le full électrique. Alors le full électrique, il aura sa place, j'en suis convaincu.
Et aujourd'hui, c'est pas du tout, ils sont pas du tout nombreux. Il y a eu Derifit Full électrique dont on va parler un petit peu plus loin, mais c'est une véritable orientation et c'est une tendance à prendre très très au sérieux. Maintenant qu'on a un système, on va essayer de voir comment on va le transformer en propulsion. Il existe toujours du pas fixe. Le pas variable est à 25%, les waterjets à 25%. Et on parlera plus loin un petit peu de la solution Volvo IPS qui se répand et qui se répand chez des gros acteurs, hein, des grandes compagnies. Ça veut dire que ça a été validé par des, par des spécialistes. Alors, par exemple, j'ai pris cette photo parce que je l'ai vu au chantier, donc c'est des bateaux magnifiques. Pour vous donner une idée, un détail rapide, il a 4 Volvo IPS 30, il est en Penta, Volvo Penta D13, il est 100% ready biodiesel. Alors, l'option ready, c'est quand même une solution qui est très intéressante parce que elle, comment je pourrais dire ça? Elle repousse des décisions sans fermer la porte aux évolutions des 5 ou 10 prochaines années. Donc les bateaux qui sortent actuellement sont ready carburant alternatif. Il est équipé de diesel d'un côté, de propulsion électrique de l'autre. C'est la raison pour laquelle il a 5 générateurs électriques. À date d'aujourd'hui, sortie de chantier, il y a de la place pour faire des upgrades technologiques de ces bateaux. Au neuvage, si vous voulez, on peut imaginer de fonctionner au méthanol. On peut imaginer d'utiliser de la fuel cell, hein, de la comment on appelle ça en français, de la fuel cell, soit hydrogène, soit qui ira chercher son hydrogène à l'intérieur du méthanol disponible. Donc, je veux dire, ces options, elles sont immédiatement disponibles en sortie de chantier. Le bateau est équipé d'un pack batterie 400 kWh, hein, presque un demi méga. Et il y a de la place batterie pour un upgrade, on irait chercher du 2,2 mégas, à comparer à, à ces deux Volvo Penta de 5,5 kW et ces quatre Volvo IPS 30. Donc c'est excessivement. L'orientation électrique, elle est, certes, elle est dormante, mais elle est excessivement puissante. L'IPS qui a été mis au point par Volvo et qui rencontre un vrai succès, il vient du marché du super yacht. Alors, il est très intéressant. Il a énormément d'avantages. J'ai parlé avec des capitaines qui l'utilisaient. C'est excessivement confortable. Euh, Pourquoi? C'est du pod. Ça vient des yachts et ça venait des super paquebots. Euh, on travaille avec des hélices qui sont sur l'avant et non pas sur l'arrière. C'est très adapté à de la coque kata. C'est excessivement stable en termes de propulsion. Elles sont contrarotatives et l'efficacité de propulsion est particulièrement élevée pour ce type d'hélice. C'est de la transmission directe, ça aussi. Euh, Bien sûr qu'il y a moins de... La chaîne est plus simple, donc en termes d'efficacité, c'est une très belle solution. Efficacité énergétique, maniabilité exceptionnelle, réduction de bruit et des vibrations, donc ça, c'est confort et usure. Les performances, elles sont supérieures. Vitesse de croisière, eh bien écoutez, on peut accélérer rapidement sur ce type de train et la vitesse de croisière, elle est à puissance égale, elle est plus élevée. Donc ça fait beaucoup d'avantages. Là, maintenant, on est dans du modulaire. On peut travailler par module avec des échanges standards qui ont été facilités et puis c'est du matériel robuste. Bien sûr que le DP13, c'est du moteur simple, hein, c'est du 6 cylindres en ligne, c'est du 1000 chevaux. Bon, je dirais, pour être assez concerné en la matière, c'est du beau petit moteur facile. Et ça vient donc des yachts, des super yachts, et ça a été retenu pour du bateau type CTV.
La tendance, si on va vite, on n'oublie pas l'hybridation. Aujourd'hui, les chantiers sont unanimes pour dire que c'est la solution par défaut. Il faut absolument s'y tenir. Euh, Bien sûr, avec du moteur Tier 3, hein. On est obligé de passer par là. Les batteries, oui, batterie zéro émission. Aujourd'hui, il y a un début de tendance, c'est-à-dire pas d'émission au port, pas d'émission sur le champ. Donc on est à des petites puissances électriques et qui ne feront que pousser tout doucement les solutions de propulsion vers du full électrique. Donc on passe forcément par l'hybridation, on choisit des solutions qui sont ready pour les fils du futur et de toute façon, on implante tout ça sur de la coque optimisée, efficacité énergétique. Est-ce que la solution full électrique aujourd'hui, quand on parle en 2024, elle a une place? Oui, oui, parce qu'elle vient des ferries nordiques. Il y a quand même 90 navires qui donnent satisfaction en la matière. Il y a beaucoup de retours d'expérience. Alors, il y a deux grandes familles s'il faut aller vite, hein. Il y a le full batterie d'un côté et puis il y a le fuel cell hydrogène de l'autre. L'expérience acquise, c'est dans des plages de vitesse qui correspondent au travail du CTV sur les champs. Les distances ferry, entre autres, on est jusqu'à 60 nautiques. On pourra l'augmenter sur les champs grâce à des solutions propres aux champs éoliens. Et les puissances disponibles, bah, écoutez, de 4 à 6 mégawatts, ça permet de travailler dans l'optique CTV, mais également le SOV à sa place. Et vous verrez ensuite pourquoi j'insiste sur la partie accessibilité au full électrique du navire CTV. La solution électrique, il faudra mettre dans la balance, bien sûr, distance, vitesse, durée, consommation, de la même façon que on l'avait dit pour les solutions plus classiques. Le nombre de voyages, combien de temps au port quand on travaille en matière de recharge, puisque derrière tout ça, il y a du mégawattheure. Alors les configurations dans les ports, hein, avec des marnages importants pour des équipements de short connection qui sont différents, plus ou moins difficiles à manipuler et plus ou moins automatisables. La capacité du réseau, parce que si vous travaillez si vous travaillez au départ de petits ports avec des réseaux qui sont en faiblesse, faudra apporter des réponses. Est-ce qu'on travaille avec des tampons batterie à bord, des tampons batterie à terre pour des gestions de coûts, par exemple, euh, de coûts fluctuants du kilowatt? C'est des solutions qui sont très intéressantes avec des secondes vies de batterie. La charge, est-ce que vous voulez travailler en direct AC ou alternatif courant ou courant continu? Manu auto, c'est très intéressant. C'est les solutions technologiques sont au rendez-vous. Et maintenant, en compétition, la participation de la charge en mer, qui, bien sûr, donne énormément de flexibilité, qui était l'un des points difficiles en termes de décision, c'était le poids de l'autonomie électrique sur la flexibilité CTV à l'intérieur de l'activité chaud. Il existe des extensions de capacité également, soit ponctuelles, soit de long terme. La manœuvrabilité de ces bateaux, il y a un élément nouveau, c'est qu'on arrive maintenant à rentrer dans le cercle du dynamic position, hein. On est dans des DPO 0 avec des décisions, là, avec des définitions. Là, j'ai pris celle de l'ABS. Les CTV, aujourd'hui, construction neuve, ont l'aptitude DP0 et avec une conduite joystick excessivement facile et fiable. Les passerelles, elles sont en visibilité à 360, on l'a dit tout à l'heure. Bien sûr qu'on est sur du LED light et des aides aussi. On est équipé de CCTV avec résolution haute, reconnaissance d'image et par exemple recherche d'hommes à la mer ou de choses comme ça. Donc on est dans une logique équipement euh, high-tech. Les fuels du futur. Alors, je voulais bien sûr, j'ai participé à plusieurs séminaires, webinaires en la matière, et on parle pas, on met pas en compétition
l'aptitude de ces différentes solutions énergétiques. On réfléchit à, je dirais, l'accessibilité dans le cas particulier de ces solutions pour le CTV. Alors, la grande tendance, c'est de dire le méthanol, pardon, le méthanol, il est fort probable que le méthanol se fasse une véritable place à l'offshore. À objectif, j'ai mis 15 parce qu'on avait douté en conclusion sur entre 10 et 15 ans. De toute façon, le méthanol, la disponibilité méthanol posera la question d'une utilisation en moteur ou en fuel cell. Euh, C'est-à-dire que cette solution-là n'écarte pas la solution électrique, ce qui est à prendre en compte dans le choix technologique. L'hydrogène. Alors l'hydrogène, oui, 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 c'est un combustible bien sûr tout à fait intéressant. Euh, les cuves, il y a déjà un CTV chez North qui est sorti avec une cuve. Il est H2 ready, il a une cuve à bord pour charger de l'hydrogène. Alors, liquide ou sous pression, aujourd'hui, c'est très difficile de répondre. On a beaucoup discuté sur la manipulation de l'hydrogène pour le bunkering. Pour le ship-to-ship, encore, on s'est d'abord concentré sur le bunkering et on était arrivé à la conclusion qu'il faudra attendre des solutions de connexion automatique pour imaginer d'utiliser l'hydrogène sur des CTV. Également, il avait été soulevé la difficulté de faire classer des solutions hydrogène pour les CTV. Ce sont des petits bateaux qui coûtent pas cher comparés à d'autres. Et donc, le coût de ces développements, le coût d'une classification pèse très lourd. Donc, je me souviens d'un séminaire, on l'avait terminé en disant le CTV option H2 ready, va rester dans la roue de l'OSV et va suivre ce qui se passe parce que ce sont quand même des investissements qui sont plus à la portée des OSV et on verra si on rentre dans la danse à ce moment-là. Le besoin, l'impact du besoin sur la définition technologique et la réponse ingénieur et chantier. Je vous ai mis cette petite image parce qu'elle résume excessivement bien le- l'enjeu. C'est un champ éolien qui découvre à marée basse. Et à marée basse, il faut être capable d'amener les techniciens au pied des éoliennes qui connaissent un besoin d'intervention. Soit elles sont à sec, soit elles sont dans très peu d'eau. Et c'est le retour d'une solution amphibie, petite capacité, et qui répond à toutes les configurations de marée locales. Donc vous voyez, je dirais, c'est quand même des solutions aujourd'hui sans limite technologique. Le Wallaby Bot, je voulais montrer, c'est le Baltique 2, le champ Baltique 2, qui est un champ, un énorme champ pour les Allemands. Lui, une réponse technologique orientée récupération d'énergie et augmentation du confort. Les refits. Alors, j'ai noté plusieurs types de refits. Ça nous renseigne sur les orientations besoins. Le tier 2 vers le tier 3, ça ne vous surprend pas. L'hybridation vers vers des nouveaux fuels, avec des kits nouveaux fuels, ou alors une hybridation avec composés électriques pour des solutions comment dirais-je, zéro émission, ou des solutions de boost. Il y a un full électrique Refit, c'est ce bateau-là, c'est un bateau qui a été, c'est un tricata, là, un trimaran, là, qui a été développé chez nos collègues anglais pour lancer le concept du ICTV.
C'est des puissances de 2 mégawatts, ce qui ne nous surprend pas du tout par rapport à ce qu'on connaissait en propulsion euh, classique, sachant que la disponibilité électrique onshore et maintenant offshore relance complètement le concept. Le chargement offshore dont j'ai un tout petit peu parlé, il est opérationnel pas loin de chez nous, là, au large au large d'Ostende. Il a été envisagé et retenu parce que complètement automatique. Encore une fois, c'est par l'automatisation que la technologie trouve sa place. Ce sera le cas, comme on le disait comme je le disais il y a 2 minutes, dans le cas particulier de l'hydrogène. La conclusion, alors si vous permettez la conclusion, j'ai fait ce petit schéma, j'ai mis des humains, parce que depuis tout à l'heure, on ne parle pas de l'humain, alors que la véritable réussite du CTV dans le cadre du besoin offshore, c'est l'aptitude des, des, de tous les collaborateurs, et en particulier des collaborateurs embarqués, de répondre à la tâche. Ce sont des tâches difficiles, fatigantes, et il n'y a qu'une formation de haut niveau qui permet de répondre de façon safe, ce qui est quand même l'inquiétude première des donneurs d'ordre dans le monde de l'éolien. Donc des bateaux high-tech, on saura faire et on va continuer de les confier à des personnels hautement qualifiés et entraînés. Ce sera le secret de la réussite de l'éolien pour les années qui viennent. Voilà. Hop. Eh ben, merci beaucoup, Francis, pour cette présentation on ne peut plus complète. Et alors, je regarde, nous avons eu quelques petites questions, notamment en lien avec les carburants alternatifs. Je vois que tu nous as présenté quand même un beau benchmark de ce qui existait, et notamment, on va dire les propulsions un peu plus traditionnelles, les carburants traditionnels. Tu parlais du full électrique. Et dans les questions qui nous étaient posées, euh, et je ne pense pas que tu l'as abordé, la notion de pile à combustible. Ah si, As-tu ouais, pardon. Si, fuel cell. Je trouvais plus le nom en français. C'était le terme, voilà, bon, ah bah voilà, tout simplement, le fuel cell. Donc, Ouais, je m'excuse, hein, je l'ai dit, je non, trouvais non, plus le non, nom. c'était bien, voilà. Et je vois qu'on nous questionnait aussi sur des solutions ammoniaques. As-tu des éléments Alors, faut parler vrai. J'ai aucun élément à date d'aujourd'hui. J'ai aucun élément ammoniaque. ouais, donc toi, là, déjà, tu as fait une belle observation hein, quand même Il n'y du a pas de raison. catalogue. Il n'y a pas de raison que les motorisations passent à côté s'il y avait le moindre développement. De la même Mhm. façon que pour le H2, j'ai vraiment senti, pour discuter avec les professionnels, que le CTV se met dans la roue, il est en observation derrière les gros et il ne pourra pas passer à côté. Mais aujourd'hui, je suis incompétent, je ne peux pas inventer, je n'ai pas de matière euh, sur laquelle m'appuyer pour donner un avis. D'accord, très bien. Écoute, merci. Alors, je vois que Monsieur Barthélémy nous pose des questions, notamment saurais-tu nous dire combien il y aurait de SES-CTV en service dans l'éolien? Est-ce que c'est un élément? De CTP. J'ai pas compris, Thibaut. Alors, Monsieur Barthélémy, est-ce que vous pourriez préciser votre question? Je vois que vous nous demandez combien y a-t-il de CTV en service dans les éoliens. Oui, je pense qu'on veut Non, je une sais pas. volumétrie des bateaux à effet de surface, pardon. Ah, alors, Voilà, c'était ça. Oui, oui, pardon. alors, les bateaux à effet de surface, ouais, c'est une bonne question parce que je suis allé vite en disant le kata alu, Mhm. le CTV aujourd'hui, même pour les plus gros, c'est le kata alu. Euh, il se fait une place avec le kata alu à côté du fast crew transfer qui lui va beaucoup plus vite.
il va à 50 nœuds et pour lequel aujourd'hui du monocoque. Parce qu'il va plus vite, c'est du monocoque. Le CTV actuel, il est cata et l'arrivée de ces champs qui sont, on en parlait tout à l'heure Thibaut, de ces champs qui sont beaucoup plus éloignés de la côte qu'avant, des machines plantées qui sont beaucoup plus puissantes qu'avant, demandent des interventions beaucoup plus rapides qu'avant. Et les chantiers travaillent actuellement sur de la coque à effet de surface pour répondre à des vitesses d'intervention très élevées parce que, et c'est un phénomène nouveau, le CTV, avec les champs qui s'éloignent, se retrouve en compétition avec l'hélicoptère. Et Ah oui. les chantiers travaillent à des solutions de vitesse, ouais, on parle de 50, 60 nœuds, avec effet de surface pour, euh, pour envoyer les techniciens préparés. Alors, comme on disait tout à l'heure, hein, une machine de 20 mégas, quand elle tombe en panne, c'est comme si on avait 4 éoliennes de 5 mégas qui tombaient en panne en même temps. Donc l'impact durée de défaut, de Ah, non-production, est tel que tout est permis pour aller le plus vite possible à bord et on revoit les hélicos. Voilà. Donc l'effet de surface est à suivre. Les effets de surface, les soifs là, sont vraiment à suivre. Singapour est bien placé là-dessus, du reste. Stratégique Marine travaille là-dessus. Voilà, je ne sais pas si ça. merci Francis, je pense que oui, je pense que tu apportes la réponse. C'est intéressant, effectivement, cette concurrence avec les hélicoptères, c'est presque, enfin, c'est surprenant, mais ça s'explique bien avec ce que tu viens de nous apporter comme complément. On Alors, nous avait avons... l'hélico quand on avait un défaut de disponibilité en début d'aventure offshore. On manquait de CTV, on manquait de bateaux strictement adaptés à cette mission de crew transfert et on avait des hélicos. Et l'amélioration les définitions techniques, l'aptitude des nouveaux CTV mis en service les uns derrière les autres, je dirais, ont condamné l'utilisation de l'hélicoptère. Et on le voit, cette concurrence revient avec, on aura des champs à 160 km. Bon, il va falloir, est-ce on va quand même pas laisser un hôteling sur place? Hum, J'avais également entendu dire que peut-être que dans nos invités, là, peut-être que quelqu'un peut critiquer l'élément. J'avais discuté avec des Norvégiens qui me disaient que un champ, ouais, un champ de 1000 gigas, c'est à peu près. Il m'avait dit si on va à 100 machines sur un champ, c'est 6 à 7 grosses avaries par mois. Et il ah m'avait ouais, dit ah ouais, avec de l'éolien flottant, on réfléchit à des back to port, à ramener des machines au port avec des avaries qui justifient un retour au port pour travailler dans de bonnes conditions et après, une fois réparé, on ira la mettre à la mer. Et il parlait oui, oui, de 5 à 6 interventions mensuelles sur des grands champs. Vous voyez. ah ben, écoute, là, avec ta remarque, tu es déjà un peu, je pense, en train d'apporter des éléments de réponse à une autre question qui nous arrive, qui concerne justement les fréquences d'intervention. On se demande à quelle fréquence sont sollicités ces navires, en moyenne d'une année par parc. Et tu es en train un petit peu de nous donner quelques éléments là, avec tes notions d'avarie 6 à 7, mais ça se traduirait par combien à peu près de sorties? Ah, c'est vraiment difficile à dire. Ouais, Mais ce que je me j'ai, devine. Peut-être moi, ce que pourrais-tu j'ai nous parler de ton observé, expérience sur le champ de Dunkerque, ouais, alors même s'il est en le champ de installation. Dunkerque, il n'est pas construit. Oui, il n'est pas Ouais, construit. Ouais, ouais, ouais. moi j'ai travaillé sur les contraintes d'impact et de sécurité maritime sur une implantation comme celle-là. Mais sur les champs que je connais, ce que j'ai observé, je parle des champs belges, là, ce que j'ai Mhm. observé, c'est que
les champs sont les uns derrière les autres, sont plus ou moins éloignés de la côte, sont confiés à des exploitants différents, et ça m'a toujours choqué. Il y a une mise en concurrence des CTV, et il n'y a pas une mutualisation des, des CTV. Ça, c'est quelque chose qui... Les CTV, les sorties, on a la sortie programmée du matin. C'est une organisation euh, pendant la nuit, vous avez récupéré l'ensemble des éléments machines du champ et vous avez défini votre plan d'intervention et vous intervenez le matin. L'intégralité des outils, des pièces, des kits de réparation ont été préparés au fur et à mesure que tombent les éléments de retour data, là. Et le bateau part le matin avec son équipage et les techniciens nécessaires en fonction du besoin. De là à dire combien d'allers-retours, sur le dernier CTV sur lequel je suis allé, j'ai vu des journées partir à 6 heures du matin et revenir à 22 heures. Le bateau est à la mer en temps continu. Je ne sais pas donner un chiffre. Je sais pas. Bon, bah, écoute, bah, déjà, tu nous donnes quelques indications. Voilà. Eh ben, écoute, alors, je regarde, y a-t-il... Ah, ouais, je vois. Ah, bah, justement, ça rebondit sur la mutualisation des CTV de pause. Et, on nous exprime que c'est déjà des choses qui se font un peu sur les champs et la maintenance des champs pétroliers, les mutualisations de bateaux. Donc, Ouais, ouais, on peut espérer ouais, que ça arrive jusqu'en Flandre pour les champs belges, là. ouais. Alors, c'est une question qui commence à être, qui est de moins en moins tabou, en particulier pour les SOV. Hein, des D'accord. capacités de SOV, on se dit, chacun son SOV, on ne mettrait pas un gros SOV au milieu, Les navire-mère petits SOV, dispatchs, même. on commence à se poser la question. Et alors, je ne sais pas si c'est vrai au pétrole, mais on s'est heurté jusqu'à maintenant à, les actionnaires des champs, des champs qui sont derrière, ce sont des fonds de pension, des, des, des Mhm. banques. Et aujourd'hui, c'est pas du tout, l'orientation n'est pas au partage de ces frais, de ces moyens. Pour l'instant, on est encore dans une logique de chacun pour soi. D'accord. Parfait. Oui, je vois qu'on a des remarques effectivement sur les difficultés des fois à mutualiser, mais j'ai l'impression que nous avons fait le tour de nos questions. Si vous en avez des dernières, c'est le moment. Et si je ne vois rien apparaître, c'est le cas, eh ben, je vous propose que nous en restions là. Je vois qu'il est déjà 18h04. En tout cas, je tiens vraiment à te remercier au nom de toute l'équipe WeMake et des participants Francis de nous avoir apporté ton éclairage, ton expertise et ton retour d'expérience. Je remercie également tous nos participants d'avoir suivi ce webinaire. Je vous informe que notre prochain webinaire, donc le numéro 37, prévu pour décembre, alors je ne peux pas vous en dire trop, mais nous traiterons cette fois-ci du sujet des ancrages dans le cadre des EMS. Et je vous Ah, donne les intervenants la prochaine, enfin rapidement, vous allez recevoir ces éléments-là par mail. Vas-y, Francis. ouais, moi Thibaut, je voulais dire que la question sur l'ammoniac et la question sur les fréquences, merci aux deux personnes qui ont posé les questions parce que, eh bien, tout simplement, je vais apporter une réponse, je vais chercher. Super, bah, merci à Laurent Barthélémy et à Quentin Desjuliers, nos fidèles participants, toujours à poser des questions et des bonnes questions. Donc, on en a encore la confirmation. Bah, merci à tous, très bonne fin de journée Merci à et vous. à bientôt, Francis. Merci, au plaisir. Au revoir.